On va enchaîner sur notre prochaine intervenante. On va aussi découvrir une petite vidéo là concernant, parce qu'on a vraiment une actualité toute chaude. Je vous laisse découvrir par vous-même. Aline, dis-nous, c'était quand ça? Hier soir, sur TF1. Wow. Merci. C'est énorme. En fait, c'est fantastique, c'est énorme. Je n'ai pas de mots. En fait, si. Merci. Merci à l'univers. Merci à vous tous et toutes les personnes au travail, bien sûr. Oui, au travail. Parce que ça fait en vérité 20 ans avec ma sœur. 20 ans aujourd'hui. Quasiment jour pour jour. Il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard. D'accord. 20 ans qu'on a commencé, qu'on a décidé, ma sœur et moi, de changer les choses en profondeur. Et de changer les choses pas seulement autour du cheveu, mais de changer profondément les mentalités. Parce qu'en vérité, comme disait Jen, le cheveu, c'est le média. Et en fait, ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est vraiment faire évoluer les mentalités, les ouvrir sur la différence, sur un cheveu crépu, comme le mien, frisé, bouclé, enfin, ce cheveu qui, à l'époque, était totalement invisible et invisibilisé. Et du coup, 20 ans plus tard, ça a mis 20 ans, mais franchement, TF1, là, c'est une consécration. Je ne suis pas allée les chercher, hein. Vraiment. Ils sont venus à moi. Et depuis hier soir, je suis harcelée par, par le monde entier, la France, l'Afrique, les Antilles, tout le monde m'appelle. Donc c'est fantastique, donc ça a vraiment une répercussion incroyable. Et c'est drôle parce que quand je regardais encore là, j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas encore descendue du nuage en fait. Voilà. C'est génial, on a l'exclusivité. Exclusivité, non mais franchement, c'est énorme. Dis-nous la genèse de ce projet, comment c'est parti? Alors, c'est parti d'une frustration finalement. Parce qu'à l'époque, j'avais décidé, donc il y a plus de 20 ans en arrière, d'arrêter de me défriser les cheveux. Parce que j'avais brûlé mes cheveux en fait à force de défrisage. Mais même si la première fois ça brûle et qu'on perd ses cheveux, on se dit non mais le produit est trop doux parce que je peux au moins secouer mes cheveux parce qu'ils sont lisses et tout. Donc on va recommencer et puis une fois, deux fois et puis à un moment donné mon image face au miroir de moi en phase de déperdition, comment dire, je voyais mon cheveu complètement, enfin mon cuir chevelu brûlé et mes cheveux, je les avais dans la main. J'avais 15 ans, ouais, à peu près. Et donc à cette époque-là, évidemment, mes rôles modèles, c'était les femmes blondes aux cheveux longs et lisses, et du coup se retrouver quasiment chauve parce que j'ai dû raser mes cheveux à 15 ans. J'ai dû affronter cette image, mais finalement elle était salvatrice parce que j'ai pu enfin me regarder en face. Et j'aurais pu encore me dire non mais vas-y cache-toi sous une perruque ou fais un truc, mais tu vas pas aller comme ça à l'école. C'était extrêmement douloureux
Donc j'ai affronté mon moi, ce qui me faisait le plus peur, c'est-à-dire moi avec mes traits négroïdes, avec mes cheveux crépus, et j'ai fait face à cette image que je n'acceptais pas à l'époque. Et du coup, durant cette période, je me suis plongée dans mon histoire. C'est-à-dire, j'ai lu de façon compulsive Charanta Diop, Aimé Césaire, Frantz Fanon, tous les grands, Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, là, je les ai vus et lus et relus et pour m'imprégner et essayer de comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Et du coup, je connais mon histoire par cœur. Voilà. Et du coup, aussi, ça m'a structuré, ça m'a consolidé. Je les ai vus et lus et relus et pour m'imprégner et essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'essaie de synthétiser, mais l'idée c'est que je me suis renforcée. Et quand je me suis renforcée, j'ai compris tout ce complexe était parti. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de vivre avec ces complexes. Je suis une femme, je suis pas trop moche, je suis pas trop bête, j'ai pas envie de m'enfermer. Et je me suis dit, ok, je vais décider de porter mes cheveux naturels. Et je veux pas, je vais pas me laisser emprisonner dans un étau, dans un carcan qui était celui que la société m'imposait. Et donc comme j'ai une personnalité assez autonome et comment on dit ça en français, perspicace, enfin qui va jusqu'au bout là, je me suis persévérante, ouais, c'est ça. Persévérante, merci. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, je porte mes cheveux naturels, je décide aujourd'hui que je porterai mes cheveux naturels. Et que je trouverai des solutions pour ce cheveu que je n'aimais pas à l'époque. Même si je grandissais mentalement, je n'étais pas encore totalement, j'étais pas totalement encore en phase, d'accord ? C'est quand même une construction assez longue. Et avec ma sœur, que vous avez vu dans le reportage, Marina, et bien on a pris cette décision ensemble toutes les deux j'en suis où et le salon. Pardon ? La création du salon bouclé d'ébène. Oui, et donc voilà, pour arriver à la création du salon bouclé d'ébène, le salon événement d'abord, donc avec ma sœur on s'est dit on décide de porter notre cheveux naturels. Ok. Donc là on a à peu près 16, 17 ans par là, 18 ans. Et on se rend compte que c'est le néant. Et là, on s'est dit, face au néant de ce marché, on s'est dit, on va le créer, ce marché. On s'est dit, on est deux, femmes noires, françaises, afro-françaises, ok, il se passe rien, mais si on est deux à avoir pris cette décision-là, il y en a forcément d'autres qui nous ressemblent et qui ont eu un schéma à peu près identique. Et pour ça, on s'est dit, on va tester le marché. On a créé une journée qui s'intitulait à l'époque la journée sur la coiffure noire. Et ça a été présenté au tout début dans une association qui s'appelait Conscience Noire, en 99 exactement, et dans laquelle on était quasiment les seules femmes. Et chaque adhérent devait présenter un projet. Ça nous poussait cette démarche-là nous poussait à aller au bout de nos idées. On s'est dit, ok, nous on va présenter cette journée-là et on va voir comment ça résonne. Et pour faire court, on a présenté une première journée, une deuxième, une troisième, et on a vu très vite, au bout de 3 ans, que ce sujet-là n'était pas anodin et touchait, allait au-delà du cheveu, comme on l'avait bien, de toute façon, nous, expérimenté dans nos propres vies. Et que ça bousculait, c'était pas simplement une question de cheveux, c'était une question d'identité, c'était une question de complexe, il y avait énormément de choses. Et donc, au bout de 3 ans, on s'est dit, ok, là, on a accueilli 400 personnes à la dernière journée, on s'est dit, ok, on veut aller plus loin. Et les gars de l'association à l'époque, qui étaient majoritairement des hommes, nous avaient dit, n'adhérez pas à toutes nos idées.
dans l'organisation. Et du coup, on a souhaité créer notre propre événement. Donc on a créé l'association Boucle d'Ébène, du coup, en 2005. Et nous avons donc présenté quelques mois plus tard le premier salon événement Boucle d'Ébène, que peut-être certains connaissent, qui a été présenté le 5 juin 2005 à Saint-Denis. Et on s'attendait à avoir environ peut-être 800 personnes par rapport à notre fichier et tout ça. Et en fait, c'est la première fois qu'on voyait, qu'on a vu arriver 2000 visiteurs dès la première édition. Et surtout, des Noirs qui arrivent à 7h du matin pour un événement qui commence à 10h. Et il y avait... Non mais c'est sérieux, il y avait une queue incroyable. T'étais là. Hein. Et du coup, on s'est dit, ok, donc là, il se passe quelque chose. Et du coup, l'engouement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui assument forcément de porter leurs cheveux naturels. Comment tu mesures cet engouement? Est-ce que pour toi, il va s'amplifier ou ça stagne un peu? Non, ça s'amplifie, TF1. non mais sérieusement, c'est un signe sociologique hyper fort. Hyper fort. C'est historique. Parce que sur TF1, je ne pense pas qu'on ait parlé de nos cheveux un jour. Hein, voilà. C'est historique. Donc c'est un marqueur extrêmement fort. Ça s'amplifie. Et en fait, il y a 20 ans, avec Marina, on s'était dit, franchement, notre plus grand rêve, c'est de voir toutes les femmes, là, la diversité, assumer leurs cheveux dans toute leur diversité. Crépus, frisés, bouclés, mais sans fioriture. Et totalement assumés. Et en fait, on y est. Je pensais franchement qu'on allait mourir, on n'allait pas le voir à l'époque, parce qu'on était vraiment au tout début et que c'était difficile. Mais aujourd'hui, on y est et c'est allé super vite. Donc en vérité, là où certains pensaient, non, mais ça c'est une mode, ça va jamais, ça va s'essouffler, c'est en train de croître. Et nous, on le mesure aujourd'hui encore plus parce qu'on a un salon de coiffure depuis près de 9 ans qui est en train d'exploser et qui ne fait que croître lui aussi. Et du coup, c'est aussi comme un lab, un véritable laboratoire vivant parce que les gens, ils sont témoins, ce sont des témoins vivants de cette évolution sociologique et on la vit au quotidien avec les demandes, les besoins, les inquiétudes, voilà. D'accord. On va un petit peu changer de cadre, on va dire dans le cadre professionnel. Est-ce que ça change les rapports ou est-ce que ça marque une différence d'avoir les cheveux naturels dans le milieu professionnel, selon toi? Alors, oui, bien sûr, surtout dans certains milieux. Par exemple, des milieux de représentation comme tout ce qui est... comment dire, dans les métiers les commerciaux par exemple, qui sont en rapport avec le public, les hôtesses d'accueil, le code c'est lisse, chignon, etc. Comment on fait quand on a un cheveu crépus et qu'on ne veut pas le défriser? C'est compliqué. Dans certains cas, pour des personnels, des grands cadres dirigeants, j'en ai dans mon salon, il y en a, j'ai des histoires de clients et de clientes qui ont dû couper leurs locks par exemple pour pouvoir accéder à un poste, à de très hauts postes et qui étaient en larmes parce qu'ils me demandaient mon avis. Mais je peux pas prendre la décision. Et donc c'est encore vrai aujourd'hui. Ça allait beaucoup moins. Mais c'était encore vrai. Et c'est d'une violence inouïe d'avoir à se séparer d'une partie de son corps pour pouvoir être accepté. Et donc, moi, mon discours, même si c'est pas forcément évident, c'est la carte de la stratégie. C'est-à-dire, j'aurais tendance à dire, tu as une famille, tu la fais manger d'abord. Ton cheveu, il va repousser. Même si effectivement c'est violent, mais c'est stratégique. Et s'il faut passer par là, dans certains cas, si tu n'as pas le choix, fais manger ta famille.
Donc la solution serait sans doute l'ouverture d'esprit des personnes, on va dire, décisionnaires. Ah, clairement, mais bien sûr, ça part toujours du haut. Donc en vérité, les personnes, les politiques, les grands cadres dirigeants, s'ils font partie, s'ils ont un esprit pas très ouvert et pas très moderne, j'ai envie de dire, non plus, parce que la diversité, elle est là et ça va continuer. C'est dommage parce que c'est aussi se couper de compétences incroyables, parce qu'il y a énormément de compétences chez nous, comme partout ailleurs, et se couper de compétences parce que telle personne a des cheveux crépus, ou telle personne a des cheveux frisés, ou telle personne est noire, ou je ne sais quoi d'autre, c'est un peu réducteur. Hein. Ouais. Et je discutais aussi avec une collaboratrice à mon travail. Pour elle, par exemple, le sujet de ce soir, elle m'a dit, mais c'est un sujet de blague. J'ai dit, mais on vit dans un monde où tout le monde cosmopolite. Et je pense aussi que les rapports avec les personnes qui ont justement ces différences sont un peu différents. J'ai l'impression qu'on va parler peut-être différemment à quelqu'un qui rentre dans le cadre, comme on dit, que quelqu'un qui va s'exprimer tel qu'elle est. On va moins lui accorder certaines possibilités, certains privilèges. Je veux dire quand tu penses justement que, je ne vais pas parler de faire le forcing, mais est-ce qu'il y a une manière peut-être de faire les autres accepter ce qu'on est avec, est-ce qu'il y a un moyen d'être soi-même en fait, tout simplement dans le monde, moi, je me suis imposée, par exemple. J'avais une première vie, comme vous avez pu le comprendre dans le reportage, j'étais assistante de direction trilingue, et dans de très grosses boîtes, avec un très joli salaire. Mais j'ai décidé, quand je suis rentrée dans cette boîte, j'ai décidé que en fait, j'étais déjà dans mon chemin en fait d'affirmation de moi-même, donc j'allais pas me travestir, ça c'était clair. Et donc je suis arrivée en afro. Et en fait, durant l'entretien, je me suis vendue comme je suis là avec vous, naturellement. Je me suis présentée telle que je suis. Et ça a fonctionné. Et là, en fait, à cette époque-là, c'était sans concession. C'était, tu veux mes compétences? Oui. Ok, tu prends le package. Sinon, salut. Parce que je sais que je vais pouvoir réussir ailleurs. Et pour ça, effectivement, il faut avoir une force une confiance en soi que j'avais travaillé depuis toutes ces années où je m'en suis pris plein la figure. Et aussi où j'ai décidé d'affronter qui j'étais. Ce n'était pas facile. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en une année. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et des fois, j'ai dû faire un pas, trembler un peu, reculer, et ensuite revenir avec plus de force et faire deux pas, et puis etc. Et au bout d'un moment, j'ai avancé, et en vérité, je ne sais pas à quel moment ça s'est produit, mais un jour, je me suis regardée, je me suis dit, ouais, je suis à l'aise là. Dans le sens où je me sens bien dans mes baskets, mais vraiment, je me sens plus en chemin. Même si je suis encore en chemin, tant qu'on est en vie, le chemin il est encore loin, et j'ai énormément de choses à réaliser avec vous, ensemble. Mais là aujourd'hui, je suis femme, je suis maman, et je me sens épanouie. Je me sens à l'aise dans mes baskets, quoi. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit qui je suis, parce que je suis. Justement, tu disais que tu étais maman, donc ça, moi aussi je suis papa. Et j'aimerais savoir, toi, ton expérience, comment on peut transmettre aux enfants justement ce message de l'acceptation de soi? Alors, depuis le ventre, quand on est maman,
depuis que un moment où j'ai su que j'étais enceinte et qu'elle était là, j'ai commencé à lui parler déjà. Certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais moi clairement je l'ai vécu et c'était important. Et je sais qu'il y a une connexion particulière qui s'est faite déjà à ce moment-là. Et puis depuis sa toute petite enfance, je l'ai bercée d'amour, d'eau fraîche et de produits capillaires. C'est-à-dire, non, je blague, mais dans le sens où, dès le départ, par mes gestes, qui sont particulièrement doux quand je suis avec ma fille, et surtout quand ça concerne ses cheveux, je prends beaucoup de temps pour la coiffer et c'est un vrai moment de plaisir, et pour elle et pour moi. Parce que c'est vous savez, en Afrique avant, c'était un moment privilégié où on avait les enfants entre nos jambes. C'est un moment d'intimité extrême parce qu'il y a le toucher, il y a la chaleur de la maman. Et ça, c'est quelque chose que, dès le départ, j'ai voulu lui transmettre, avec conscience. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, comment on transmet l'amour de soi? Donc, c'est par l'amour déjà qu'on transmet, les gestes, les mots. Les mots sont très importants. Jamais je n'ai dit, et elle n'entendra de ma bouche, que ses cheveux sont difficiles. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas difficiles. La difficulté, c'est quand on n'a pas conscience de la manière de les entretenir. Mais là, un cheveu crépus comme un cheveu bouclé ou un cheveu lisse européen, chacun a des problématiques. D'accord? Et quand on les connaît, alors ça devient pas facile. Quand on ne les connaît pas, parce qu'on ne les a pas appris, c'est difficile. Et ça devient un problème. C'est comme tout. Donc, ça, je m'égare. Transmission, merci. Donc, je transmets ces gestes, le discours, très important. Et ensuite, c'est les livres que je choisis pour elle. Donc, ce sont des livres où elle va se reconnaître, dans lesquels elle va se reconnaître, où elle va avoir des personnages de toutes les couleurs, avec tout type de cheveux, de tout horizon. Qu'est-ce que je fais d'autre pour qu'elle se sente à l'aise Et ensuite, j'ai une anecdote qui va un peu détruire ce que je viens de dire là, mais je communique énormément avec ma fille et je la valorise énormément. Cependant, peut-être certains ont déjà vu mon TEDx. J'ai fait une conférence TEDx il y a 2 ans. J'allais en parler. Ouais. Justement tu as imposé ce thème aussi? Comment on m'a imposé le thème? Comment tu as imposé le thème de la conférence? Mais alors, tout le monde sait ce qu'est une conférence TEDx? Oui. C'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence, en fait, c'est un concept qui vient des États-Unis et c'est quoi la baseline déjà? Ideas worth it. En fait, le TEDx, c'est un type de conférence et la baseline, c'est les idées qui méritent d'être partagées. D'accord? Donc, c'est sur tout type de sujet. Mais tout type de sujet. C'est en français, en anglais, en indien, enfin en hindi, en tout ce que vous voulez, pardon. Et du coup, c'est organisé par des universités ou des organisateurs un peu différents dans le monde qui vous invitent à parler d'un sujet qui vous touche. Mais la ligne directrice, c'est ça vous touche peut-être, vous avez une expérience personnelle, mais il faut qu'elle puisse parler au monde entier. Et moi, j'ai été invitée à parler de mon sujet, celui d'aujourd'hui, de mon parcours, à une conférence TEDx qui avait eu lieu à Paris-Dauphine, à l'université Paris-Dauphine en fin 2017, et durant laquelle je partage mon parcours et j'explique notamment, et c'est là où je reviens à ma fille, que quand elle avait 4 ans, donc il y a 2 ans, elle m'a balancé à la figure, une semaine avant que je passe à la conférence TEDx, maman, tu sais, j'aime toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le marron. Je pense que vous me suivez.
Je lui dis, ah bah c'est bizarre cette histoire, parce que le marron, c'est quand même ta couleur, ma couleur, et moi je trouve que c'est une couleur magnifique. Donc elle me balance ça la première semaine. Et 48 heures avant la conférence, donc là où j'étais super détendue, bien sûr, elle me dit, maman, tu sais, j'aimerais vraiment être blanche, avec les cheveux longs et lisses. Moi, Aline Tacite, avec tout le parcours derrière, je me reçois ça à la figure de ma fille, avec toutes les précautions que je viens de partager avec vous, ok? Donc là, c'était très... Enfin, j'avais chaud. J'avais très très chaud. Donc pendant un moment, je me suis dit, waouh, tout ce que j'ai fait, en fait, tout s'écroule, ça n'a pas de valeur si je n'ai pas réussi à transmettre ça à ma fille. Et ensuite, j'ai pris un peu de recul quand même et je me suis dit, en fait, Aline, tu n'es pas seule à l'élever. La société t'aide beaucoup à le faire. Et il faut savoir que c'est quand elle est rentrée à l'école maternelle que ce genre de sujet, ce genre de différence, ma peau, mes cheveux, sont arrivés à la maison. Parce qu'avant, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Donc je sais que dans la cour d'école, comme moi j'ai pu vivre, elle s'en est ramassée des choses. Mais je ne suis pas là. Donc, en vérité, si on n'arrive pas à... Enfin, comment dire, c'est très difficile de contrebalancer un discours que vous n'entendez vous-même pas parce que vous n'êtes pas là. Alors, c'est pour ça qu'il faut redoubler d'amour et de bienveillance à la maison pour contrebalancer le discours, parce que sinon, on arrive à ce genre de remarques et de réflexions qui sont extrêmement violentes. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle va mieux. Et elle m'a déjà dit qu'elle aimait ses cheveux et sa peau, et je m'arrange, je m'organise pour que la coiffure, elle soit hype à chaque fois, pour qu'elle ait des compliments, pour que voilà. Donc on est ouvert depuis 9 ans, on est dans le centre-ville de Bagneux pour l'instant. On travaille dur pour arriver sur Paris, prochainement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Juste un petit mot avant la session de questions-réponses. Déjà, dans un premier temps, j'insisterai sur l'utilisation du micro, puisque l'établissement est équipé d'une boucle sonore au plafond qui permet aux personnes malentendantes de participer au débat et d'avoir la même qualité d'écoute que tout le monde. Donc je sais que généralement, on a tendance à avoir de la timidité, à dire « je préfère parler sans micro », mais ça permet d'inclure tout le monde dans l'échange. Et deuxième point, même si je le redirai sur la fin, vous avez vu qu'il y a différentes captations vidéo qui permettra de retranscrire, de positionner tous les échanges que nous aurons eus ce soir directement sur les réseaux sociaux et permettre aussi aux personnes qui n'ont pas pu assister à cette conférence, parce qu'on a eu énormément de demandes, même si après, comme on peut le voir parfois, le gratuit n'incite pas forcément certaines personnes à confirmer leur absence, puisqu'on avait une liste d'attente de 30 personnes et que ces personnes auraient pu bénéficier de certaines places. Mais c'est pour ça que nous avions fait le choix de prendre des captations vidéo. Je remercie l'association Beauty for Archives qui justement va réaliser une petite émission et le tout sera publié sur les réseaux sociaux. Et le dernier élément, on a pu faire en sorte que coïncide aussi avec cette conférence une exposition réalisée par l'association Clichés Urbains, comme vous pouvez le voir autour de vous. Et donc ce sont des grandes femmes et des grands hommes qui sont représentés au travers d'enfants du 19e arrondissement. Donc voilà. Et donc ça me permet de vous faire un petit clin d'œil, puisque c'est une association aussi du 19e à la base, Boucle d'Ébène, qui a encore sa boîte aux lettres, je crois, à l'étage. Tout à fait. Alors, donc pour les questions-réponses, est-ce qu'il y a des questions ?